Management des entreprises et institutions de communication portant sur le management des industries culturelles et créatives, le point sur le marketing des ICC. Les marketing, ensemble des techniques permettant de pouvoir, pour un produit ou un service, conquérir, développer un produit, des parts de marché. Mais sur quoi porte le marketing? À titre de rappel, le marketing porte sur les biens, qui peut être des CD, des objets, des marchandisages, sur les services, des prestations scéniques, le design, sur les événements, des festivals, des spectacles, sur les expériences, la visite d'un lieu, d'un parc d'attractions, de la réalité virtuelle, marketing sur des personnes, des stars, des hommes politiques, des célébrités, sur les endroits, des villes, des régions comme Kinshasa, les propriétés, les biens immobiliers à vendre, les actions et les obligations. Le marketing porte aussi sur les organisations, les entreprises, les musées, les fondations, les universités, sur l'information, les livres, les agences d'information financière comme Bloomberg. Elles vendent de l'information financière aux entreprises. Elle fait son marketing sur l'information qu'elle vend, sur l'information qu'elle met à la disposition de ses clients. Nous avons les idées aussi, les administrations qui visent les changements sociaux. Là, on parle du marketing social. Mais dans les domaines des industries culturelles et créatives, quel type de marketing avons-nous? Dans le schéma canonique, c'est le marketing de la demande. Il y a une demande, on présente une offre pour qu'elle soit consommée. La consommation de l'offre qui répond aux caractéristiques ou aux besoins exprimés par la demande. Et dans les secteurs des industries culturelles et créatives, c'est le marketing de l'offre qui prédomine. Parce que le créateur ne pose pas la question au consommateur. Le créateur, il a son idée et il y a une demande qui est générée, une demande qui correspond à l'idée et l'offre est consommée ainsi. On pourrait dire une manipulation de la demande parce que on vous amène à pouvoir accepter l'offre qui vous est présentée. Donc, lorsque un artiste lance une chanson ou on tourne un film, il n'y a pas des études qui sont faites préalablement pour pouvoir savoir quel type de film, quel type de chanson les personnes aimeraient écouter. On vous présente une offre et on vous invite à pouvoir l'aimer. Par contre, dans l'industrie de la manufacture, il y a quand même des études des marchés qui sont menées pour pouvoir dégager les caractéristiques d'une offre qui sera présentée. Mais ces deux schémas ne sont pas indissociables ou ne sont pas euh, à séparer de manière étanche. Ils évoluent ensemble dans la mesure où on s'approche vers un marketing de la rencontre dans une vision interactionniste. C'est-à-dire que d'abord c'est le marketing de l'offre, mais en même temps l'offre lorsqu'il va rencontrer la demande qui aura consommation, les retours de la consommation permettront quelque part à pouvoir réajuster cette offre. Donc il y a un croisement entre le marketing de l'offre et le marketing de la demande. Évidemment, il y a un plan marketing. Un plan marketing que toute entreprise qui vend des produits et services culturels et créatifs met en œuvre. Il comprend une analyse de la situation, des choix stratégiques et une mise en œuvre au travers du marketing mix. Nous allons faire un zoom sur le marketing mix. Marketing mix, selon que nous l'avons appris depuis 1960 de Jérôme McCarthy, il comprend quatre composantes qu'on appelle les 4 P. Le produit, le prix, la place et la promotion. Product, price, place, promotion. Mais il y a une évolution dans les temps. On parle des 4 P, pas seulement en fonction de prix, produit, place et promotion. On parle en termes de personnes, processus, programme d'action et performance. Les personnes, c'est-à-dire que les employés de l'entreprise doivent avoir une dimension marketing, ils doivent être tous impliqués dans le succès de l'entreprise. Les processus, la prise de décision doit être dans un schéma souple et bien décrit. Les programmes d'action, il faudrait que tous les départements intègrent la dimension marketing dans les démarches, que ce soit les finances, la logistique, les technologies de l'information et de la communication, doivent impliquer la dimension marketing dans leur démarche, dans leur fonctionnement.
et la performance, les options prises doivent viser à la fois la rentabilité de l'entreprise et les bénéfices en termes d'image pour la marque. Dans les 4 P du marketing management moderne est axé plus sur les personnes impliquées dans la mise en œuvre de la stratégie, alors que les 4 P traditionnels de John McCarthy insistent sur le produit. Nous avons un schéma qui permet de voir les 4 P traditionnels, produit, prix, place, promotion, et les 4 P modernes, les personnes, les processus, les programmes d'action et la performance. Ici, nous voyons l'évolution. Les 4 P de McCarthy, basés sur le produit, les 4 P des Keller, Kotler, Keller, Monceau, basés sur l'organisation, c'est-à-dire les personnes qui conduisent l'action marketing. Et nous avons les 4 A maintenant de Seth et Sisodia, basés sur le consommateur. Et lorsqu'on voit un peu les schémas de la communication, on retourne vers le récepteur, vers les consommateurs. Donc les 4 P sur les produits, les 4 P sur les personnes et les 4 A sur le consommateur. Que veulent dire les 4 A? Nous avons acceptabilité, caractère abordable, accessibilité et la notoriété. Acceptability, affordability, accessibility and awareness. Acceptability, c'est le critère essentiel. Il faudrait que la conception de l'offre et son design détermine si elle est acceptable pour les clients. Affordability, est-ce que les clients ont la possibilité de payer le prix demandé pour obtenir le bien ou de bénéficier du service culturel et créatif? Et nous avons accessibility, est-ce qu'il y a la possibilité pour le consommateur d'avoir accès aux produits, aux services, la disponibilité du produit? Et awareness, la notoriété, il s'agit de s'informer, d'informer les clients, l'aspect promotionnel, sur les caractéristiques du produit, les persuader de les essayer et de les appeler à les racheter. Fini avec le marketing mix dans son évolution, nous voyons les comportements de consommation culturelle. Le marketing recommande de segmenter le public cible. Cela exige d'avoir une connaissance de ce public et cette connaissance permet de pouvoir aborder les caractéristiques démographiques, l'âge, le sexe, le genre, l'éducation, la situation familiale, les aspects psychographiques, le style de vie et géographique. Et de l'autre part aussi les processus d'achat. Qu'est-ce qui déclenche la décision de consommation? Il y a des études qualitatives et quantitatives qui permettent d'y arriver. La psychologie sociale est une discipline qui est très utilisée dans ce cadre. Les particularités. Les produits et les services culturels et créatifs sont en premier lieu des produits et services d'expérience parce qu'ils agissent sur le plan esthétique, hédonique, cognitif et affectif. Ce sont des produits de sociabilité aussi parce qu'on les consomme souvent en groupe et parfois la motivation de pouvoir consommer un produit, un service culturel et créatif, c'est la volonté d'être avec les autres, d'être en groupe. Et parfois, suivre un film, c'est un alibi pour être avec des autres, pour sortir. Et selon De Benetti, il existe des motivations suivantes à la consommation culturelle. L'émotion esthétique, l'évasion, donc l'émotion, le beau, l'évasion, on veut changer d'air, les divertissements, on veut se relaxer, l'enrichissement intellectuel, on veut apprendre quelque chose d'autre, la distinction sociale, parce qu'on dit on est assez cultivé si on va quelque part, et l'interaction et l'hédonisme social. Et là, nous avons un schéma de Colbert qui décrit le comportement. Donc, nous avons les influences qui agissent sur les motivations de consommation et les pratiques des consommations. Et les influences peuvent être des facteurs individuels, interpersonnels, situationnels, les aspects de marketing, la promotion qu'on fait sur un produit et qui agissent sur les motivations. Est-ce que tous ces facteurs me poussent à consommer pour avoir des connaissances intellectuelles, pour voir le beau, pour voir les règles de vie, pour me distinguer socialement, pour me récréer. Et cela amène aux pratiques de consommation, c'est-à-dire ce qui déclenche l'acte d'achat, plusieurs aspects affectifs, cognitifs, esthétiques, des activités aussi de post-consommation, puisqu'on continue à parler de l'œuvre auprès d'autres personnes. On continue aussi. Les produits d'expérience, il y a une loi de l'utilité marginale pour expliquer les produits d'expérience qui veut tout simplement dire plus on aime un film, plus on sera intéressé à le revoir, plus on est attiré par un morceau de musique,
plus on ne sera pas fatigué de l'attendre de nouveau. Donc, la satisfaction tirée de la consommation d'un bien est toujours croissante. Donc, il y a une loi de l'utilité marginale qui est croissante. C'est une loi économique. Il y a aussi des aspects d'externalité positive. Ça veut dire que l'expérience qui est faite, qui est intéressante, la loi de l'utilité marginale qui est croissante pousse à des externalités positives puisqu'on va parler de l'expérience qui a été faite à d'autres personnes. On va la communiquer à l'entourage qui va déclencher le désir de consommation chez d'autres personnes. Donc, on a la possibilité de pouvoir décupler, de pouvoir augmenter les nombres de consommateurs grâce à une expérience qui est réussie, que l'on raconte à d'autres personnes. Et cela est fait généralement un marketing tribal au niveau personnel, au niveau de son entourage. Et il y a aussi le marketing relationnel. Mais il y a un élément important à ne pas oublier. Le marketing culturel et créatif est très instable, vu qu'il est basé sur les goûts des consommateurs qui sont de nature très mouvante, très changeante. En dépit de ces études, comme il s'agit aussi du marketing de l'offre, les créateurs doivent être attentifs à la circulation des idées, aux tendances du moment, aux changements technologiques, aux mutations sociales pour minimiser le risque d'échec de mise sur le marché. On se base sur les goûts, mais les goûts sont mouvants. Il faut être vraiment très attentif aux tendances pour être à mesure de pouvoir toujours ajuster son offre de manière conséquente, même si c'est le marketing de l'offre, mais l'offre peut être remodelée par les retours des consommateurs. Nous allons voir les pistes pour le marketing de manière sectorielle. On a le spectacle vivant, on a le patrimoine culturel et les autres industries culturelles et créatives. Pour le marketing du spectacle vivant, quelles sont les pistes? Il y a le primat de l'offre dans les spectacles vivants. Il n'est pas inutile de dire que c'est dans le théâtre, dans la musique live, c'est le primat de l'offre. Il y a une offre qui est donnée, il n'y a pas de consultation permanente du public. Et il y a 4 stratégies marketing qui en découlent en se basant sur 2 axes. L'axe vertical, en fonction de l'expérience de consommateur par rapport au comportement des consommateurs face à une offre de spectacle vivant. Il y a l'axe vertical, c'est un marketing d'expérience individuelle, one-to-one, c'est ce qui est opposé à un marketing d'expérience en groupe. Et à l'axe horizontal, qui est un marketing d'appropriation, de co-construction expérientielle, qui est placé à l'opposé à un marketing de participation. Dans un marketing vertical, il y a une expérience individuelle ou une expérience en groupe. Et sous l'axe horizontal, une expérience d'appropriation où on consomme. Et de l'autre côté, sur le même axe, il y a un marketing de participation. On est co-construction où on réagit à ce qui est proposé. Sur base de ces 2 axes, quelles sont les stratégies marketing? Nous avons le marketing, la stratégie pragmatique, contemplative, ludique et partisane. Essayons de reformuler. Nous avons la stratégie d'esthétisation. Il s'agit d'offrir un spectacle où sont valorisées la qualité de la représentation, la beauté, les décors, la prouesse des acteurs. C'est ce qui frappe la vision, l'essence du consommateur. Et la stratégie repose sur cette esthétisation, que la personne soit éblouie. 2. La stratégie de divertissement. Proposer un spectacle qui suscite des réactions émotionnelles et ludiques. Le spectacle offert devient un moyen de faire la fête entre les amis, une sortie récréative. 3. La stratégie de soutien. Les spectacles engagent les consommateurs concernés à soutenir l'événement pour assurer la qualité et le bon déroulement de celui-ci. Le public est désireux de prendre part à quelque chose. Enfin, 4. La stratégie de notoriété. Mettre en place des moyens qui garantissent la réputation d'un lieu, d'un spectacle et d'offrir ainsi une manifestation culturelle dont la renommée est locale, nationale ou internationale. Ces actions peuvent concerner les financeurs. C'est une logique de consommation pragmatique. La stratégie marketing définit alors important de déterminer un positionnement. Et ce positionnement dépend de plusieurs aspects, l'aspect esthétique, participatif, de marque, le lien social, cognitif et hédonique. Concernant les prix, il y a 2 façons de fixer. L'équilibre général. Le billet pour un spectacle peut coûter moins cher si les autres spectacles du répertoire permettent de rentabiliser déjà une grande partie des investissements. On se souvient des particularités des ICC lorsqu'on dit que les répertoires compensent les pertes.
Deuxième façon de fixer les prix, l'équilibre par spectacle. Il s'agit d'un prototype, d'un seul spectacle. Chaque spectacle doit permettre d'amortir le coût de sa propre production. Le prix du billet tiendra compte de ce critère. Le nombre de représentations à avoir pour couvrir les charges est un autre élément aussi à prendre en considération. L'équilibre général, il y a la compensation entre les éléments du catalogue où c'est un spectacle unique et chaque spectacle doit être rentable et on peut déterminer le nombre de prestations qu'il faut pour que le spectacle soit amorti. Dans la politique de prix, il y a des modalités d'achat des spectacles qui ont des influences, des incidents sur le coût de billet, l'achat direct, l'abonnement, les cartes de fidélité, tarifs préférentiels pour certaines catégories socio-professionnelles. À ne pas oublier, il y a une étude économique de William Baumol et William Bowen de 1966 qui évoque la loi de la fatalité de coûts croissants ou la maladie de Baumol qui frappe les secteurs du spectacle vivant. C'est-à-dire que le coût de production ne continue qu'à augmenter, il ne change pas parce que les mêmes personnels, la même durée, les mêmes costumes pour produire un spectacle en 1990, c'est la même chose parce que la technologie n'évolue pas. Une représentation théâtrale d'une pièce de Molière a besoin d'un même nombre d'acteurs, un même nombre, une même quantité de matériel, le même type de décor qu'on le ferait actuellement. Parce qu'il n'y a pas, l'aspect technologique n'agit pas. Il a déterminé, les deux auteurs, ils ont déterminé le secteur progressif qui est industriel, qui avance sur le plan technologique avec des gains de productivité, un secteur archaïque, un secteur de services avec une faible progression et stagnation des gains de productivité, faible intensité capitalistique et bas niveau de salaire. Et le secteur du spectacle vivant se retrouve dans les secteurs archaïques où il y a prédominance du travail qui est incompressible, il y a un même nombre, pour une pièce de théâtre, un même nombre de chanteurs, les mêmes instruments, et gain de productivité quasi existant, le temps nécessaire pour représenter une pièce de théâtre, pour exécuter une symphonie, est le même aujourd'hui qu'il y a un siècle. La promotion est fait appel à plusieurs moyens de communication, la distribution de documents, d'informations sur les lieux, le mailing, l'affichage local, national, la publicité à la télévision et à la radio, la presse écrite, la presse spécialisée, le site internet et les applications mobiles. Piste pour le marketing du patrimoine culturel. Le défi ici est de faire bénéficier aux consommateurs une expérience de qualité. C'est la stratégie marketing principale. De manière spécifique, le marketing du patrimoine culturel est aussi appelé marketing de la destination, qui s'appuie sur la qualité du lieu, du site, le territoire, l'aménagement intérieur et extérieur du lieu, les parcours de visite proposés, la mise en réseau avec d'autres lieux. Je visite les pyramides, j'ai des hôtels, j'ai des restaurants à côté, j'ai des expériences de chameaux, tout ce qui est proposé pour rendre la visite plus agréable, la connexion avec d'autres types de lieux, la diversification de l'offre sur place, le package touristique des boutiques souvenirs, la visite virtuelle en 3D ou le site internet qu'on peut proposer. Il y a un site internet qui propose la visite virtuelle de la Burj Khalifa à l'Émirat de Dubaï, aux Émirats arabes unis. C'est une façon aussi d'agir pour le marketing de l'expérience, pousser les consommateurs à venir sur place visiter les lieux. Et il y a trois types de monuments aussi parce que le marketing du patrimoine culturel, c'est le marketing des monuments et des sites également. Il y a trois types de monuments. Les monuments formes, comme les pyramides, c'est-à-dire que c'est la splendeur du monument qui plaît, qui attire. Vous avez le monument message, où visiter vous permet de pouvoir recevoir quelque chose, une information. C'est le monument de la Renaissance à Dakar, où il y a une plaque du président Ouad qui demande aux jeunes générations qui pourront arriver au bas de ce monument de ne pas oublier toutes les souffrances qui ont été endurées par les ancêtres pour racheter la liberté, les ancêtres ou les aînés pour racheter la liberté des peuples africains. Et puis des monuments de témoignage comme la place de souvenir de Dakar qui montre un peu l'Afrique, la grandeur, l'ouverture. Et la communication ici aura pour objectif majeur
d'encourager les publics à venir visiter le site ou le monument et on peut organiser des événements sur place, des relations presse pour pouvoir encourager le public à y venir. Enfin, les pistes pour le marketing des ICC audiovisuels, numériques, jeux vidéo, photographie, presse écrite. La configuration du secteur est sur le modèle de l'oligopole à France, c'est-à-dire des majors avec de nombreux indépendants. Les majors ont des coûts de reproduction faibles et effectuent la répartition des risques entre leurs différentes filiales. Et les indépendants ont un accès de plus en plus difficile, donc ceux qui forment la frange, aux outils de création et ont des budgets limités pour la promotion de leurs produits et services. Sur le plan marketing, cela se traduit par des stratégies de volume adaptées beaucoup plus pour les majors qui ont des budgets conséquents pour la production d'articles, des biens culturels et créatifs en grande quantité et des budgets importants pour la promotion. Lorsqu'on verra des majors comme Universal dans le domaine de la musique enregistrée. Deuxième type de stratégie de différenciation, beaucoup plus confortable pour les indépendants vu le faible budget dont ils disposent en matière de production et de promotion. Ils ont peu de produits et ils essaient de travailler sur des produits de meilleure qualité pour davantage attirer des consommateurs, en dépit de la possibilité, de la difficulté de produire en grande quantité à grande échelle. Concernant le marketing mix, les décisions stratégiques vont osciller entre la recherche du succès commercial et l'appréciation par la critique. Pour le produit, il y a des recours à des prétests pour s'assurer que l'expérience utilisateur valide le produit avant la mise en circulation. C'est le cas de l'industrie des jeux vidéo où il y a des tests qui sont faits régulièrement. Le travail sur la marque pour faciliter sa reconnaissance à travers la mise en avant des caractéristiques du produit, du service culturel et créatif, car elle est un signal de qualité. Elle est un attrait pour les clients et les partenaires. Le packaging, support visuel d'identité de marque, et dans ce cadre, n'est pas négligé. Les versioning est aussi employé. Il s'agit de proposer plusieurs déclinaisons d'une même offre en répondant aux besoins des différents profils de consommateurs. Pour un enregistrement musical, il peut s'agir d'un single, d'un album deluxe, des morceaux à télécharger ou à écouter en streaming. Pour les versioning toujours, on a parlé de plusieurs déclinaisons et les produits dérivés, c'est la notoriété du produit principal qui sert de succès au produit dérivé. La licence de marque est accordée et il est possible de pouvoir récolter des royalties sur les produits dérivés. Nous allons prendre par exemple Titeuf, qui est une franchise médiatique dessinée par un Suisse. Titeuf, c'est une bande dessinée, Les miracles de la vie, mais qui est déclinée sous forme de film en 3D, sous forme de magazine avec le monde, sous forme de jouets et sous forme de films d'animation ou dessins animés. Donc, c'est un exemple de produits dérivés et avec des royalties qui sont perçus par les ayants droit. Concernant le marketing mix, on voit la promotion. Il y a plusieurs outils. Le bouche-à-oreille, le marketing viral, la critique médiatique aussi, si les critiques sont favorables à votre œuvre ou à votre produit, service culturel, c'est un avantage important. La publicité média, la publicité hors média qui peut inclure la promotion des ventes, le marketing direct, les relations publiques, les sites internet, les partenariats promotionnels, l'événementiel par l'organisation des salons, des festivals, des concerts gratuits de lancement, du street marketing dans les cafés, les discothèques, les écoles, les affichages de rue. Concernant la distribution, pour les produits tangibles manufacturés, on sait ce sont les supermarchés, les grandes surfaces. Mais pour les produits culturels tangibles, on peut voir les cybermarchands du net comme Alibaba, Amazon, eBay, qui envoient via la poste. Et pour les produits culturels numériques, non tangibles, intangibles, on voit les plateformes numériques de téléchargement ou de lecture en flux continu qu'on appelle streaming, comme Netflix dans le domaine de la vidéo ou Spotify dans le domaine de la musique. Quiz, nous arrivons à la fin. 10 questions. Dans les ICC, s'agit-il du marketing de l'offre ou du marketing de la demande? Expliquez l'évolution du marketing mix depuis McCarthy. Le marketing porte aussi sur les informations. Expliquez et donnez un exemple.
Quelles sont les particularités de la consommation culturelle? Dans les spectacles vivants, qu'est-ce qui prime? Le marketing de l'offre ou le marketing de la demande? Expliquer la maladie de Baumol ou la loi de la fatalité des coûts croissants. En quoi la prise en compte de l'expérience du consommateur est-elle importante? Connaissez-vous une entreprise des ICC qui applique le marketing expérientiel? Citez-la et expliquez. Que vend-on dans le marketing du patrimoine culturel? Enfin, 10. Expliquer la tendance vers le versioning et les produits dérivés. Merci de votre attention et à la prochaine séance.